Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes chers compatriotes gabonaises et gabonais, où que vous vous situez dans la planète aujourd'hui, ce samedi 19 août 2023, je vous salue. Que vous soyez sur le territoire national, que vous soyez dans notre charmante Afrique, que vous soyez dans les diasporas, dans les îles ou dans les autres continents de la Terre, recevez mon bonjour, recevez mon notep, la paix sur vous. Je suis Privat Ngomo, ex-candidat à l'élection présidentielle, parce que je n'ai pas déposé ma candidature officiellement, car j'ai été approché par le collectif des sages qui m'a recommandé la voie de la sagesse, celle de renoncer à l'ambition présidentielle, mais plutôt travailler, mettre mon énergie à faire triompher la transition politique et pacifique que nous recherchons en 2023 au Gabon. Les arguments qui m'ont opposé étaient de bonne facture. Jeune homme, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, comme beaucoup d'autres que nous avons consultés. Quelle garantie avez-vous que si vous gagnez dans les urnes, vous serez déclaré vainqueur par les instances partisanes du PDG qui organisent ces élections depuis maintenant 30 ans? Est-ce que vous ne serez pas victime, si vous êtes élu, du même sort que M. Ping en 2016, du même sort que M. Baobam en 2009, du même sort que M. Mambundu en 2005 et 1998, et enfin du même sort que M. Paul Mbabosolo? Réfléchissez, jeune homme. Est-ce que, en faisant toujours la même chose, vous pensez que vous aurez un résultat différent? Bonne question posée par les sages. Je leur dis, mais dans ce cas, que faut-il faire? Ils ont dit, nous devons faire en sorte qu'il y ait une transition politique. Dans les pays ouest-africains, la transition est militaire, c'est un coup d'État. Pourquoi? Parce que les élections sont truquées d'avance et ne permettent pas l'alternance. Il y a donc un blocage institutionnel qui ne permet pas au peuple gabonais de régénérer sa classe politique dirigeante. Donc si par les élections, ce blocage reste possible, eh bien, dans les pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme la Guinée, on a décidé de casser ce blocage en procédant par coup d'État. Et le coup d'État ouvre la période de la transition et à l'issue de la transition, on reviendrait à un ordre constitutionnel qui s'est respecté par tous, car on aura définitivement dégagé le blocage. Au Gabon, nous n'en sommes pas encore à une transition militaire. Nous recommandons une transition pacifique qui se ferait sans un seul mort. Voilà l'argumentaire développé par les sages, que j'ai jugé pertinent. Et j'ai donc décidé de me mettre au service de cette option qui est celle de la transition politique et pacifique. Les Gabonais doivent savoir, et c'est important de leur dire, que les élections telles qu'elles se pratiquent en Afrique francophone sont le procédé que la France-Afrique a mis en œuvre pour permettre à son candidat, généralement le président sortant, de se maintenir au pouvoir. On utilise donc quelques figurines, quelques figurants qui feront bonne prestation pour donner un cachet démocratique à la formalité. Mais en réalité, les dés sont pipés d'avance. La France-Afrique sait déjà qui est le candidat qui va gagner, qui est le candidat qui a prêté serment et qui sera toujours à la botte et sous la tutelle de la France-Afrique, sous la tutelle de l'Élysée. C'est ainsi depuis 30 ans. Et ça ne change pas. La France a fait alliance avec la famille Bongo, qui est une famille docile, soumise à souhait, et qui fera toujours les 4 volontés de la France. Dès cet instant, pourquoi changer un serviteur
qui est toujours fidèle et qui marche selon ce qu'on a demandé de faire. Donc, depuis 1993, la France a pris position pour Bongo Omar et aujourd'hui pour Bongo Ali. Pourquoi devait-elle changer? Puisqu'elle atteint son objectif, c'est-à-dire piller nos richesses avec la complicité des dirigeants, notamment la coterie Bongo, et laisser le peuple gabonais dans la misère. Elle a réussi son objectif avec les Bongo. Pourquoi va-t-elle changer? Il y a encore un en vie, même s'il est quelque peu amoché, mais il est en vie. Et on lui a délivré un certificat médical, l'aptitude à diriger le pays. Et la fraude se prépare devant nous, sous nos yeux. Et cette fraude aura pour sanction définitive la prestation de serment d'Ali Bongo à l'issue d'un scrutin qu'il n'aura pas gagné. La réalité est celle-là, c'est que nos élections sont contrôlées par la France-Afrique. Et participer à ces élections, c'est jouer le jeu de la France-Afrique. Permettre à la France d'imposer son candidat comme elle le fait depuis 30 ans. Voilà la logique qu'il faut comprendre désormais. Il faut sortir de cette compréhension complètement naïve de croire que c'est par des élections truquées d'avance que le Gabon va accéder à l'alternance. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous recommandons la transition politique. La semaine prochaine, je mettrai beaucoup l'accent sur la manière dont cette transition va se faire. Aujourd'hui, je vais d'abord réagir sur la candidature semi-consensuelle du professeur Albert Ondossa. Comme tous les Gabonais le savent aujourd'hui, les Gabonais qui s'intéressent à la vie politique de leur pays, c'est le professeur Albert Ondossa qui a été désigné candidat consensuel de l'alternance 2023. Ça veut dire que M. Chandrier s'est désisté, M. Raymond Donsima s'est désisté, Mme Paulette Missambo s'est désisté, M. Mike Jordan s'est désisté, et M. Alexandre Hugues Barrault-Chambrier s'est désisté. Ils sont tous désistés et ils ont donc accepté que M. Ondossa porte les couleurs de l'alternance 2023. Très bien. Très bien. Question. Est-ce que ce scénario n'est pas connu des Gabonais? Nous avons eu un désistement de Zubadama et d'Oyemba, paix à son âme, en 2016. Et Ping a été plébiscité. Et Ping a gagné dans l'urne. Ping a-t-il prêté serment? Non. Pourquoi? Parce que la garde républicaine, quelques éléments, la milice prétorienne Ali Bongo et la base militaire française ont décidé qu'il fallait imposer Ali Bongo. Et ça a été fait. En 2009, beaucoup avaient désisté en faveur d'André Baobam. Je pense à Barbostolo, je pense à Jean Yiguendon et à bien d'autres. Bobam a bien gagné cette élection présidentielle, n'est-ce pas? A-t-il prêté serment? Non. Pourquoi? Parce que Robert Bourgi avait laissé entendre sur RFI que Ali Bongo ferait un bon président. La France encore derrière, la France-Afrique. Les Gabonais doivent avoir tout ça en mémoire. Ils ne doivent pas continuer à se comporter en naïf politique. Voyez-vous? Et là, en 2023, la France de Macron se tait parce qu'elle est bousculée à gauche, bousculée à droite. Mais elle reste calée sur la réalité de ne pas perdre le Gabon. Et pour la France, ne pas perdre le Gabon, c'est continuer un protocole qui a marché depuis si longtemps et qui semble efficace, c'est-à-dire les pseudo-élections dans lesquelles certains Gabonais s'en prennent à croire qu'ils vont finalement réussir l'alternance. Et puis au final, celui qui gagne dans l'urne, c'est-à-dire l'opposant, ne prête pas serment et la vie continue parce qu'on va demander à cet opposant de venir à un dialogue ou peut-être même de participer à un gouvernement sous l'égide de la France-Afrique. Et si notre opposant était un France-africain, eh bien, il marchera selon les ordres de son maître élyséen France-africain. Donc, Ondossa ne va pas échapper à cette règle, car il n'a aucune garantie que le CGE lui donnera la victoire. Michel Stéphane Gondat est un partisan pédégiste, et Ondossa le sait. Ondossa n'a aucune garantie que Lambert Noël Mata lui donnera la victoire. Lambert Mata étant membre, je crois, du comité central du PDG et ministre de son État. Madame Bourantuo, qui a des liens
de famille avec Ali Bongo, en plus d'être en réalité une femme du PDG, qui tient une structure que nous avons ici qualifiée de tour de Pise, va forcément pencher du même côté, c'est-à-dire du côté du PDG. Donc, quand les Gabonais sont contents de cette petite victoire, la candidature consensuelle d'Ondossa, je leur demande de regarder beaucoup plus loin, de regarder à la prestation de serment, pas au verdict des urnes. Ondossa forcément gagnera dans l'urne s'il y a élection, mais il ne prêtera pas serment parce que la France en décidera autrement. Et cette France a-t-elle changé son logiciel? La France a toujours redouté que 3 écans se retrouvent à la tête de 3 pays d'Afrique centrale. Un écan en Guinée équatoriale, c'est Obiangema Mbazo. Un écan au Cameroun, c'est Paul Biya Bivondo. Et un écan au Gabon, ce serait Ondossa. La France accepterait ça. En 2023, au moment où elle est déstabilisée dans les différentes régions de son précaré, j'en doute. Rien que pour cette raison géostratégique et ethnique, la France ne verrait pas d'un bon oeil qu'un écan prenne la tête du Gabon. Sinon alors, on pourrait, comme c'est son fantasme, ce fantasme qui lui fait peur, reconstituer l'État uniforme, pour ne pas dire l'État uni-écan. Mais enfin, c'est une analyse qui m'a été soumise et je voulais vous la partager. Pour la France, le bon candidat idéal, c'est Ali Bongo, docile à souhait, d'autant que maintenant il est faible psychologiquement, il n'a plus sa gouaille, il n'a plus sa force, il n'a plus son arrogance, donc il est manipulable à souhait, c'est la parfaite marionnette, et on le gardera ainsi jusqu'à ce que le fils Noureddin soit suffisamment prêt pour accéder à la fonction présidentielle, et là, la France aura réussi son jackpot au Gabon, il aura permis justement que la mémise de la France-Afrique se fasse toujours sur notre pays. Lorsque le Centrafrique est parti, lorsque le Mali est parti, lorsque le Niger est parti, lorsque le Burkina Faso est parti. Je ne crois donc pas à la réussite de Ondossa quant à sa capacité à prêter serment. S'il y a élection, je pense qu'il va gagner dans l'urne. S'il y a élection. Mais je souhaite qu'il n'y ait pas élection parce que nous sommes pour une transition. Et je reviendrai la semaine prochaine sur la façon dont cette transition pourrait se faire. Car beaucoup de gens posent la question, comment allez-vous faire la transition? Je vais expliquer ça lors de la semaine cruciale qui va commencer dès lundi. Car samedi de cette semaine, nous aurons des élections. Donc restez connectés, je serai très explicite. Je finis sur la personne d'Ondossa. Hier, j'ai été invité à TV+, pour réagir à la candidature consensuelle, moi qui suis un transitionniste, voyez-vous. C'est vrai, ex-candidat à l'élection présidentielle, mais depuis devenu transitionniste ou encore transitologue. J'ai donné mon avis en disant que je n'aurais pas en cause la valeur intrinsèque du personnage, du professeur agrégé d'économie, le professeur Albert Ondossa. Non, c'est un homme brillant dans son domaine, c'est reconnu. Et par ailleurs, au demeurant, c'était un grand frère, une personne avec qui j'ai des liens de sympathie, puisque nous avons l'habitude de discuter. Mais Ondossa et moi sommes en désaccord sur 3 aspects de la souveraineté de notre pays, 3 aspects. Et nous sommes en accord sur 2 seulement. Je suis en accord avec Ondossa sur la souveraineté spirituelle. Je suis pour que nous revenions à la spiritualité kamite, qui a d'ailleurs inspiré toutes les spiritualités de l'humanité. Elle est la première spiritualité exprimée. Je suis donc en phase avec M. Ondossa, qui par ailleurs, je le crois, n'est pas franc-maçon. Car quand on est franc-maçon, on est sous la tutelle de la spiritualité occidentale. Et donc, de ce côté-là, nous sommes en phase. Je suis en phase avec le professeur Albert Ondossa sur la souveraineté culturelle. Ondossa connaît sa lignée généalogique. Très peu d'hommes politiques seraient capables, devant la télévision, de remonter leur lignée
généalogique et de rendre ainsi hommage à leurs ancêtres. Très peu au Gabon. Demandez-leur, vous verrez. Beaucoup n'auront pas l'occasion ou la possibilité de le faire si on les convoque à cet exercice. Parce que simplement, ils ne savent pas. Ils sont coupés de leurs racines. On doit savoir connaître ses ancêtres comme moi je connais ici les miens. Lui, il est Mbeng, il descend de Angwanuntumu, et moi je suis Ntumu, je descends de Ntumafiri, Kara. Donc nous avons un même ancêtre commun, qui s'appelle Afirikara, qui s'appelle Nan, qui s'appelle Nanga, qui s'appelle Ekam. Peu importe les différents noms qu'il a. Donc, on doit seulement nous avons des parentés et nous sommes pour la revalorisation de cette identité culturelle africaine qu'il ne faut surtout pas perdre, car ce sont nos racines. Et on tient à ces racines d'abord. Voici les 2 points de souveraineté avec lesquels M. Ndossa et moi nous convergeons. Maintenant, les points de divergence, et qui sont très importants. La première est la souveraineté militaire. Ndossa s'accommode d'une base militaire française d'occupation dans son pays. Ce n'est pas le cas pour moi. Depuis que je suis sorti de prison, j'ai eu de cesse de critiquer la présence militaire française dans notre pays. Je ne l'accepte pas. Un État souverain militairement a son armée, sa propre armée pour se défendre. Nul besoin d'une ancienne armée impérialiste reconvertie sur le tard comme étant des éléments français du Gabon. Non, c'est l'armée impérialiste, l'armée colonialiste qui a pratiqué l'occupation et la colonisation et qui aujourd'hui est une armée néocoloniale, même si on lui a donné le terme d'élément français d'Afrique. C'est un euphémisme, une façon de cacher la réalité. On n'est pas dupe. Monsieur Ndossa ne s'en émeut pas, puisque pendant toute sa campagne, il n'a rien dit sur la souveraineté militaire. Donc il accepte, en tant que président, de travailler avec un fusil braqué sur sa tempe. Braqué sur sa tempe. Donc s'il veut prendre une décision qui va contre la France, on dit fais attention, il y a le fusil. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne prendra pas la décision contre la France. C'est ce que cela veut dire. La base militaire française du camp de Gaulle est là, comme une dissuasion à toute velléité de souveraineté. La deuxième souveraineté est celle monétaire. Ndossa, vous le savez, est professeur agrégé d'économie, et paraît-il d'économie monétaire. Donc, il est une des personnes ressources les plus qualifiées pour parler du franc CFA, de montrer les avantages, de montrer les inconvénients. Mais, avez-vous entendu critiquer le franc CFA? Non. M. Ndossa estime que le franc CFA doit rester arrimé à l'euro et doit être piloté, évalué ou dévalué par la France. M. Ndossa accepte que toutes nos réserves soient toujours versées au trésor public français. M. Ndossa est pour que nous enrichissons toujours la France, avec nos multiples richesses. Est-ce acceptable en 2023, lorsque dans toute l'Afrique indépendante, dans toute l'Afrique souveraine, on ne veut plus du franc CFA, qui est un instrument de domination monétaire, un instrument de servitude monétaire, disait l'économiste camerounais, dont j'ignore le nom, qui a été assassiné il y a cela très longtemps. Ndossa ne dit rien sur le franc CFA. Il accepte justement cette domination française de notre économie. Donc, le franc CFA va encore faire la part belle aux entreprises françaises, qui en fait jusqu'à présent sont les plus gagnantes depuis que ce franc CFA a été créé par De Gaulle en 1945. Donc, voyez-vous, Ndossa ne présente aucune velléité de souveraineté monétaire. Deuxième désaccord. Troisième désaccord, la souveraineté politique. Car si vous tenez votre monnaie, et si vous avez votre propre armée, mais vous devenez vraiment souverain sur le plan politique. Vous êtes indépendant. Vous pouvez décider en toute indépendance, en toute souveraineté pour le bien de votre pays. Et personne ne pourra venir vous contester. Vous êtes en relation interdépendante avec le monde, mais vous avez une autonomie de gestion dans votre pays. Vous pouvez prendre les décisions qui n'engagent que l'intérêt de votre pays sans craindre la fatwa ou bien sans craindre une volonté dissidente qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait de l'ancien maître colonial. Voyez-vous? Et Ndossa ne dit rien sur la cellule africaine de l'Élysée. Ndossa ne dit rien sur l'influence de la France-Afrique dans notre pays. Ndossa ne dit rien sur le fait que l'Élysée doit continuer à dicter ses 4 volontés au président de la République
qui sera peut-être demain. Voilà les trois aspects fondamentaux de souveraineté que je ne partage pas avec monsieur le professeur Albert Endossa. Et pour 2023, on a besoin d'un président qui veut la souveraineté spirituelle, la souveraineté culturelle, la souveraineté politique, la souveraineté monétaire et la souveraineté militaire. Voilà les 5 souverainetés que nous voulons au Gabon en 2023 pour que nous puissions exploiter les richesses du Gabon qui sont immenses pour l'intérêt de toute la nation gabonaise. Si Endossa, par le fait de l'histoire, devenait président, il ne sera pas différent de Mohamed Bazoum du Niger qui a été dégagé. Il ne sera pas différent d'Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire qui risque d'être dégagé s'il continue à pousser la CEDEAO contre le Niger. Voyez-vous, il sera malheureusement, il faut le dire, un laquais, un larbet de la France-Afrique. Et le Gabon ne veut pas être la dernière néocolonie française à se soustraire de la France-Afrique. Non. Nous devons être dans le peloton. Nous devons être dans le train de l'histoire. Cette histoire d'autodétermination. Cette histoire de souveraineté. Cette histoire de panafricanisme. Et je n'ai pas entendu Endossa avoir une position panafricaniste. Au moment où l'Afrique a compris que c'est ensemble que l'on pourra réussir à se sortir justement du joug france-africain. Voyez-vous? Je ne peux donc pas, manifestement, sur la base simplement des idées, soutenir la candidature semi-consensuelle d'Endossa. Voilà pourquoi je lui préfère la transition, où nous allons pouvoir remettre tout d'équerre. Et quand tout sera remis d'équerre, monsieur le professeur Albert Endossa pourra à nouveau se présenter. Et là, les élections seront transparentes. Et ce sera idée contre idée. France-africains qui veulent continuer à garantir la tutelle française au Gabon, ou panafricanistes souverainistes qui veulent maintenant que le Gabon soit souverain dans une Afrique unie, qui doit maintenant s'inscrire comme pôle de puissance dans le monde multipolaire qui est en train d'être créé. Voilà le message que je voulais porter à la connaissance des Gabonaises et des Gabonais aujourd'hui, qui nous suivent avec beaucoup d'attention dans ces moments graves de l'histoire politique de notre pays. Je vais donc vous laisser en vous disant que demain, nous avons un meeting, un rassemblement au quartier derrière la prison, à côté de la Gaboprix. Venez nombreux. Nous allons parler de la transition. Comment faire pour que nous ayons une transition zéro mort plutôt que d'aller à des élections plusieurs morts. Aucun Gabonais ne veut mourir. Donc la transition est la solution idoine pour que nous reconstruisons nos pays sans que le sang ne coule. Sans que le sang ne coule comme depuis 1993. Partagez cette vidéo au plus grand nombre. Et ceux qui sont à Libreville, soyez présents au meeting. Pour les autres, la semaine prochaine, je vais entrer en détail dans la manière dont la transition au Gabon pourrait survenir, quels seraient les thèmes de référence, quelle serait la durée et qu'est-ce que nous attendrons de cette transition à son issue. Voilà. Passez donc un bon week-end et voyons-nous au meeting pour ceux qui sont à Libreville ou alors la semaine prochaine sur notre page 241 Transition politique. Bonne journée et bon week-end. Allez, ciao.